Et c'est le laboratoire de Huda Zoghbi, au Baylor College of Medicine à Houston, au mois d'octobre 1999, qui va publier dans une prestigieuse revue de génétique la découverte de mutations, donc de modifications dans l'ADN, dans un gène particulier qui s'appelle le fameux gène MECP2 ou MECP2, qui est le gène dont on sait aujourd'hui qu'il est responsable de plus de 95% des cas de syndrome de Rett typique. Donc un énorme espoir en 99, puisque le gène étant découvert, on s'est dit c'est bon, on connaît le gène, donc on va facilement arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les cellules malades et donc potentiellement à proposer des approches thérapeutiques. Alors les choses n'ont pas été aussi simples. Il y avait une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'était que le gène MECP2, en fait c'est un gène qu'on connaissait depuis 1992. Et il était connu, pas dans l'espèce humaine, mais il était connu chez la souris, parce qu'il avait été isolé par un laboratoire écossais, qui est le laboratoire d'Adrian Bird à Édimbourg. Et ce laboratoire écossais était intéressé par la capacité qu'ont certaines protéines à moduler l'expression des gènes dans l'ADN. Donc certaines protéines sont capables d'activer l'expression de certains gènes, d'autres protéines sont capables de réprimer l'expression des gènes. Parce qu'en fait, tous les gènes ne doivent pas être actifs au même moment dans toutes les cellules de l'organisme. Par exemple, on n'a pas besoin d'hémoglobine dans les neurones, donc il ne faut pas que le gène de l'hémoglobine s'exprime dans les neurones. En sens inverse, on n'a pas besoin de neurotransmetteurs dans les globules rouges, donc ce n'est pas la peine que les gènes de neurotransmetteurs s'expriment dans les globules rouges. En fait, c'est une protéine qui rentre dans la grande famille des répresseurs transcriptionnels, c'est-à-dire des protéines qui sont capables de réprimer l'expression de certains gènes. Dans le cas du syndrome de Rett, c'était une situation favorable parce que justement, ce gène était étudié depuis 1992. Donc en 1999, quand on a su que le syndrome de Rett était causé par des mutations dans le gène MECP2, on s'est dit, il y a juste simplement à regarder ce qu'on attend dans les cellules, puisqu'on sait que cette protéine MECP2 réprime l'expression de certains gènes. Dans les cellules malades, dans lesquelles MECP2 n'est pas normal, on va avoir des gènes qui vont s'exprimer alors qu'ils ne devraient pas s'exprimer. Et ça va être la cause de la pathologie. Le bon côté, c'est qu'on connaissait la fonction de la protéine. Le mauvais côté, c'est que cette fonction ne va pas s'avérer être tout à fait évidente et compréhensible quand on va se placer dans un contexte de protéines anormales, comme c'est le cas dans le syndrome de Rett. Donc entre 1999 et 2004, il y a énormément de labos qui se sont lancés dans la recherche de ces gènes anormalement exprimés dans les cellules de filles atteintes de syndrome de Rett. Ils n'ont rien mis en évidence. C'est-à-dire que quand la protéine n'est pas là, ou quand elle est anormale, ou quand elle n'est pas fonctionnelle, comme c'est le cas quand la protéine est mutée, il n'y a pas d'anomalie transcriptionnelle dans les cellules des filles. Le domaine va pouvoir bénéficier, à partir de 2001-2002, de la mise au point de modèles animaux de la pathologie. Quand on s'intéresse à une maladie génétique, bien souvent, on a besoin rapidement d'avoir accès à un modèle animal, parce que bien évidemment la recherche chez l'homme est difficile, et elle est surtout pas pratique, puisqu'on n'a bien évidemment pas accès aux tissus auxquels on voudrait avoir accès. Comme c'est le cas dans le syndrome de Rett, par exemple, qui est une maladie neurologique, l'idéal serait d'avoir accès à des prélèvements de cerveau, bien évidemment, c'est pas possible. Donc on fait appel à un substitut qui sont des modèles animaux de la pathologie. Les modèles animaux qui sont classiquement utilisés sont des modèles qui sont faits chez la souris, donc c'est l'animal de laboratoire par excellence. On peut facilement modifier l'ADN de la souris et donc on peut reproduire les anomalies qui provoquent des pathologies chez l'homme. En ce qui concerne MECP2, on a une très grande similarité entre la protéine MECP2 humaine et la protéine MECP2 de souris. Donc ce qui a été fait en 2002, deux laboratoires, le laboratoire d'Adrian Bird et le laboratoire de Rudolf Janich, qui ont été financés par les associations de malades américaines, et en particulier la Rett Syndrome Research Foundation. En 2001, ils ont décidé de financer la fabrication de modèles de la pathologie. Alors pourquoi c'était important que les associations de malades prennent cette décision-là? Parce que généralement, quand un laboratoire met au point un modèle animal de pathologie, il le conserve pour son usage propre pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il ait exploité tout ce qu'il y avait à faire avec. Le fait que ça soit une association de malades qui finance, la condition était que le modèle soit rendu disponible pour tous les laboratoires intéressés. Donc ce qui fait qu'à partir de 2002, tous les laboratoires intéressés ont pu bénéficier du modèle animal, donc ce qui bien évidemment a accéléré de façon considérable toutes les recherches qui étaient menées sur le syndrome. Donc à partir de 2002, ces souris ont été disponibles. Alors ces souris, c'est des animaux chez lesquels on a invalidé, c'est-à-dire rendu inactif, le gène MECP2. Quand on fait ça, donc c'est ce qu'on fait classiquement, on invalide le gène responsable de la pathologie chez l'homme, et ce qu'on espère, c'est reproduire la pathologie chez l'animal. Alors ça ne marche pas tout le temps. Mais en tout cas, pour le syndrome de Rett, quand on invalide le gène MECP2 chez la souris, on obtient des animaux qui reproduisent relativement bien un certain nombre des signes cliniques qu'on connaît chez les filles Rett.
Ces animaux ont des anomalies de la posture des pattes qui sont assez surprenantes si on les met en parallèle des stéréotypies manuelles qu'on connaît dans le syndrome de Rett. Ces animaux ont des problèmes respiratoires, ont des problèmes neurologiques importants, et donc on est dans le contexte d'une situation qui reproduit chez la souris déficiente pour la protéine MECP2 une pathologie qui ressemble au syndrome de Rett. Donc ces animaux ont été disponibles et très utilisés à partir de 2002 à peu près, surtout 2002-2003, dans la plupart des laboratoires qui en avaient fait la demande. Et c'est surtout grâce à ces souris qu'on va progresser dans la compréhension du rôle de la protéine MECP2. Est-ce que dans le cerveau de ces souris qui n'ont pas de protéine MECP2, il y a des gènes qui sont exprimés de façon anormale? Alors la réponse décevante a été non. Il n'y a pas de gènes exprimés de façon anormale, en tout cas pas de façon massive, dans le cerveau de ces animaux. Il y a des modifications subtiles de l'expression des gènes, mais rien qui puisse ressembler à ce qu'on avait espéré mettre en évidence. À l'heure actuelle, le rôle de la protéine MECP2 n'est pas toujours complètement clair. Ce qu'on pense qu'elle pourrait avoir un rôle de répresseur, mais qui ne serait pas un rôle de répresseur direct, c'est-à-dire de liaison à l'ADN en amont du gène qui doit être réprimé, mais plutôt de liaison à certaines séquences de l'ADN qui vont séquestrer en quelque sorte des grands domaines d'ADN qui peuvent contenir plusieurs gènes, et donc avoir un niveau de régulation qui soit un petit peu différent de la régulation simple en fait sur le gène aval qui avait été imaginé par l'équipe de Bird. Alors on ne connaît pas beaucoup de cibles de la protéine MECP2 à l'heure actuelle. La seule cible qui est connue et qui n'est pas controversée, c'est le gène du BDNF. Donc BDNF, c'est pour Brain Derived Neurotrophic Factor, c'est un terme anglais qui signifie facteur neurotrophique dérivé du cerveau. En fait, c'est une protéine qui a des capacités trophiques, c'est-à-dire qui va aider à la survie et au développement des cellules nerveuses. Donc c'est intéressant de voir que la protéine MECP2 a ce rôle-là sur ce gène important pour la survie des neurones, puisque le syndrome de Rett est une pathologie qui est principalement neurologique. Donc on sait que la protéine MECP2 est un régulateur du BDNF, et que donc, quand il n'y a pas de protéine MECP2, il y a des anomalies dans la fabrication de ce BDNF qui va induire des anomalies dans le fonctionnement neuronal. Donc, comment est-ce qu'on peut synthétiser l'information disponible sur le gène MECP2 et son importance pour le syndrome de Rett? On peut, chez la souris, décider à quel moment est-ce qu'on va enlever le gène MECP2. Donc, ce qui a été fait, en particulier par le laboratoire de Janisch aux États-Unis, le même qui avait développé les souris à l'origine, c'était de dire on va comparer le tableau clinique des souris MECP2 déficientes en fonction du moment et en fonction du tissu où on enlève la protéine MECP2. Et ce qu'on remarque de façon très curieuse, c'est que si on enlève la protéine MECP2 depuis le début du développement, donc immédiatement après la fécondation, ou si on l'enlève uniquement dans les neurones, dans tous les neurones, ou encore pire que ça, uniquement que dans les neurones qu'on appelle les neurones post-mitotiques, c'est-à-dire des neurones âgés en quelque sorte, et matures et fonctionnels, on a exactement le même tableau clinique. Et ça c'est fondamental parce que ça veut dire que la pathologie et que le rôle de cette protéine MECP2 est surtout important pour les neurones qui sont totalement matures et développés. Et c'est pour ça qu'on admet maintenant que le syndrome de Rett n'est pas une pathologie du développement. C'est-à-dire que le développement se produit de façon normale, et c'est simplement, entre guillemets, c'est malheureusement dans les neurones, lorsqu'ils vont être matures, que le défaut va être mis en évidence. Donc ce qui semble être acquis pour la fonction de la protéine MECP2, c'est que cette protéine est nécessaire pour le maintien des neurones matures en bon état de fonctionnement. Quand on se place dans un contexte de pathologie où le développement s'est fait de façon anormale et où il y a des défauts importants, on est dans une situation qui est la moins favorable pour pouvoir imaginer une intervention thérapeutique. Si on est dans un cadre d'une pathologie dans laquelle le développement s'est fait de façon correcte, mais c'est le maintien des cellules en bon état de fonctionnement qui pose un problème, on peut espérer agir sur les mécanismes cellulaires qui restent à mettre en évidence pour maintenir un fonctionnement correct. Et c'est là que va intervenir les expériences frappantes qui ont été publiées dans un article en 2007 par l'équipe de Bird, qui a pu, par des manipulations génétiques sophistiquées à nouveau, réactiver la protéine MECP2 chez des animaux qui étaient sévèrement atteints.
Et par des manipulations génétiques, malheureusement, elles sont sophistiquées, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas applicables chez l'homme pour l'instant. Si on remet de la protéine MECP2, si on repermet à nouveau au gène MECP2 des neurones de s'exprimer, on réverse totalement le tableau clinique. Et on a des animaux qui vont devenir indistinguables des animaux qui ne sont pas malades. Et ça, c'est fascinant parce que ça veut dire qu'on peut tout à fait intervenir quand la pathologie s'est développée pour espérer rétablir un fonctionnement normal dans les cellules nerveuses. Le communiqué de presse qui a été fait suite à la publication de ces travaux par l'association américaine du syndrome de Rett qui les a financés était à mon sens totalement perturbateur pour les parents. Parce que le communiqué de presse disait on est capable de réverser les signes cliniques du syndrome de Rett sans préciser que ça faisait appel à des manipulations génétiques extrêmement sophistiquées dans l'embryon de souris qui étaient totalement irréalisables dans l'espèce humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des cas de syndrome de Rett sont des cas sporadiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire familiale. Donc on ne sait pas dans une famille qu'un enfant va être atteint du syndrome de Rett, donc on ne peut pas intervenir in utero parce qu'on ne sait pas que la pathologie va se déclencher. En plus, au moment de la naissance et de la petite enfance, ces filles sont tout à fait indistinguables de petites filles normales, donc on ne peut pas intervenir là non plus. Le seul moment où on va commencer à avoir un doute, c'est quand les signes cliniques s'installent, une recherche de mutation va être faite, et quand on met en évidence une mutation, généralement la pathologie est déjà installée. Donc, imaginez qu'on va pouvoir avoir des techniques chez l'homme qui vont permettre d'intervenir dans l'embryon, etc. De la façon dont ça a été fait chez la souris, c'est totalement irréaliste. Si on aborde le sujet de la thérapie potentielle pour le syndrome de Rett, il y a deux façons d'envisager les choses. La première, c'est la thérapie génique, et la deuxième, c'est la thérapie par approche pharmacologique. La thérapie génique, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. La thérapie génique, c'est ça, c'est remplacer le gène défectueux par un gène non défectueux, par un gène normal. Il faut être en mesure de délivrer à l'organe atteint le gène en question. Donc ça veut dire qu'il faut disposer de vecteurs qui vont réussir à passer une barrière qui est difficilement franchissable en fait, qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière qui isole le système nerveux central et qui est très peu perméable. Donc admettons que l'on ait réussi à développer un vecteur qui puisse cibler, qui puisse pénétrer le système nerveux central, il faut que ce vecteur aille délivrer le gène normal à tous les neurones. Cette technologie va marcher d'autant mieux que les cellules se divisent. Or, les neurones ne se divisent pas, donc c'est un problème supplémentaire. Autre problème, et qui là est spécifique au syndrome de Rett, c'est que c'est une pathologie qui est liée au chromosome X. Donc les filles, comme je l'ai dit au début, ont 2 chromosomes X. Donc elles vont être porteuses d'un chromosome X avec une copie anormale du gène et d'un chromosome X avec une copie normale du gène. Ce qui se passe chez les femmes, elles inactivent un de leurs 2 chromosomes X de façon aléatoire dans leurs cellules. Donc on peut imaginer délivrer par thérapie génique, si on avait des bons vecteurs et avec les réserves que j'ai mentionnées au préalable, on peut imaginer délivrer une copie du gène dans toutes les cellules de ces filles, sauf qu'on va délivrer aussi une copie du gène normal dans des cellules qui expriment déjà le gène normal. Dans les 50% de cellules qui, elles, ont choisi, de façon aléatoire, ça se passe au hasard pendant le développement embryonnaire, dans ces cellules qui ont choisi d'exprimer le chromosome X normal. Et ce qu'on sait par les expériences qui ont été faites chez la souris, c'est que si on met trop de protéines MECP2 dans une cellule, la cellule est malade. Et donc on obtient une pathologie neurologique qui est aussi sévère que l'absence de protéines MECP2. Il faut imaginer, si l'on pouvait penser à de la thérapie génique pour le syndrome de Rett, pouvoir non seulement passer la barrière, comme je l'ai dit, délivrer une copie du gène actif, mais la délivrer uniquement dans les cellules qui expriment la copie anormale du gène. Donc dans le cadre des pathologies neurologiques en général et du syndrome de Rett en particulier, je crois qu'il faut abandonner l'idée qu'il puisse y avoir un transfert de la thérapie génique à brève échéance, mais si on imaginait un développement vers un protocole de thérapie génique avec les réserves que j'ai mentionnées, ça ne serait sans doute pas à une échéance de moins de 10, 15 ou 20 ans. C'est pour ça qu'il y a le volet thérapie génique et couplé à un second volet qui a été le choix d'un certain nombre de laboratoires et qui a été le choix d'une autre en particulier, qui est d'essayer des approches pharmacologiques. En se disant, n'essayons pas de mettre une copie normale du gène MECP2, essayons de comprendre ce qui ne va pas dans les cellules qui n'expriment pas le gène MECP2 de façon normale, et essayons d'agir sur les conséquences. Donc on a commencé un protocole et un projet de recherche en 2003, grâce à une subvention de l'Association française du syndrome de Rett,
qui nous a permis de démarrer un projet nouveau sur la fonction respiratoire chez la souris MECP2 déficiente. Une étude suédoise récente montre que la grande majorité des filles atteintes de syndrome de Rett ont des problèmes respiratoires, généralement pendant la petite enfance, on va dire entre 4 et 10 ans. La souris déficiente pour la protéine MECP2 a des anomalies respiratoires à type d'apnée et d'hyperventilation, qui sont les deux anomalies respiratoires majeures qui sont décrites par les familles et qui sont retrouvées chez les filles. On a mis en évidence pour la première fois un déficit dans un neurotransmetteur particulier qui s'appelle la noradrénaline chez les souris. Et ce déficit, on ne l'a pas mis en évidence n'importe où dans le cerveau, on l'a mis en évidence dans le tronc cérébral, qui est la zone basse en fait du cerveau, qui est une région qui contrôle un certain nombre des fonctions autonomes et en particulier la respiration. Donc ça, c'est une étude dont on a publié les résultats en 2005, qui montre que lorsqu'on traite les souris MECP2 déficientes par une molécule qui est capable de remonter les taux de noradrénaline, dans notre cas, on a utilisé une molécule qui s'appelle la désipramine, qu'on améliore la fonction respiratoire de façon évidente, et on a également une durée de vie de ces animaux qui est augmentée. Donc on a pu déposer sous la responsabilité d'un médecin hospitalier qui est le professeur Josette Mancini, qui est chef de service du département de neurologie pédiatrique ici, à l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille. On a pu déposer ce qu'on appelle un programme hospitalier de recherche clinique pour mettre en place un essai clinique du traitement par la désipramine chez les filles atteintes d'un syndrome de Rett. Et ce qu'on va essayer de déterminer, c'est est-ce qu'on peut, en procurant la molécule en question aux filles, améliorer leur fonction respiratoire, puisque ça c'est le critère numéro 1, et puis éventuellement améliorer d'autres aspects de la clinique qu'on n'aurait pas objectivé suffisamment chez l'animal à ce stade. Donc cet essai va commencer, il est prévu pour durer 8 mois, et on espère avoir les résultats disponibles pour les familles et pour le grand public à une échéance d'1 an. Ce qui est important de dire pour le projet désipramine, c'est que c'est le premier projet clinique qui va être proposé aux filles Rett, issu de la recherche chez la souris déficiente pour la protéine MECP2. Et donc issu sur des observations des bases cellulaires en fait, de la pathologie.